Bonjour, donc je m'appelle Barbara Hersan, je vais vous présenter la conférence de chirurgie digestive, donc 2D4. Alors mon classement 17e à l'internat en 2008 ne m'a bien sûr pas permis de faire de la chirurgie digestive, mais de la chirurgie plastique et j'en suis très contente. Mais je me permets de vous faire cette conférence puisque j'ai écrit un livre de cas cliniques en hépatogastroentérologie médico-chirurgicale et que j'ai fait des cas cliniques pour les concours blancs 2D4 en chirurgie digestive, ce qui m'a permis de voir les grandes erreurs que faisaient les D4 en fin d'année. Donc on pourra revenir sur certains points. Ce que je voulais vous dire avant d'attaquer, c'est que pour moi, la D4, enfin l'internat en tout cas, on peut l'assimiler à une épreuve sportive. Il y a les coureurs de fond et les sprinteurs. Moi, je faisais partie des coureurs de fond, c'est-à-dire que j'ai très bien travaillé en D3 et D4, assez régulièrement, sans trop de stress, qui m'a permis de bien arriver le jour J. Mais il existe des sprinteurs, j'ai des amis dans ce cas-là, des gens qui n'ont pas forcément donné le maximum en D3 et début D4 et qui ont eu un gros coup de stress vers mi-janvier suite à des mauvais résultats au premier concours blanc et qui ont travaillé comme des fous furieux. C'est-à-dire que moi j'avais une sous-colleuse qui du coup travaillait 2-3 heures avant moi le matin et qui travaillait 3-4 heures après moi le soir et elle a pu réussir à arriver 4 centièmes à l'ECN sachant qu'elle était arrivée au concours blanc dans les dernières. Voilà, donc ça vaut le coup de se battre, surtout pour les gens qui en ont sous la pédale. Voilà, donc nous allons commencer. Dossier donc numéro 1. Monsieur L, 62 ans, donc c'est un homme plutôt âgé, vous consulte pour céphalée d'apparition récente, donc on est dans de l'aigu, avec altération de l'état général. Donc là vous êtes en D4, 62 ans, céphalée récente, AEG, tout de suite il y a un diagnostic, on le verra par la suite. Donc là tout de suite vous foncez sur votre brouillon et vous le notez. Celui-ci se sent plus fatigué ces derniers temps, ça va avec l'altération de l'état général, et présente des douleurs diffuses, notamment des épaules, qui le handicapent beaucoup dans la vie de tous les jours. Encore une fois, ça renforce votre diagnostic. Il a pour antécédent une hypertension artérielle non traitée. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné le traiter, donc vous le notez dans votre brouillon. Une diverticulose colique, tiens, pourquoi on nous parle de ça? Si on vous donne des notions dans l'énoncé, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il faudra en faire quelque chose. Donc cette diverticulose colique qui est présente chez la plupart des gens, à cet âge-là, aura de l'importance à un moment donné dans le dossier. Découverte au cours d'une coloscopie réalisée dans le cadre d'un dépistage individuel du cancer colorectal, son père et son oncle étant décédés d'un adénocarcinome du côlon. Il a eu une cholécystectomie en 90, et une appendicectomie dans l'enfance. Il ne prend aucun traitement. Juste, je voulais revenir sur le brouillon le jour J. Vous n'aurez pas le temps de faire le brouillon total de vos réponses. Donc le brouillon, ça vous sert juste quand vous lisez votre énoncé à mettre les grands points, les grands mots-clés pour que quand vous finissez votre dossier, vous revenez sur votre brouillon et vous dites est-ce que j'ai bien mis le Agen, est-ce que j'ai bien mis l'arrêt du tabac, etc. Et vous revenez à vos réponses et vous complétez. Mais vous n'aurez vraiment pas le temps de faire un brouillon complet. Donc, quel diagnostic? Vous voyez, singulier ou pluriel. Donc là, on vous demande de vous mouiller. Donc, il s'agissait d'une maladie de Horton. J'espère que vous l'avez tous trouvé, parce qu'en D4, AEG, 60 ans, céphalée, c'est une maladie de Horton jusqu'à preuve du contraire. Il faut y penser, parce que c'est une maladie grave, mais qui se traite. Associé à une polyarthrite rhizomélique, c'est pour ça que vous aviez un S entre parenthèses, c'est le grand classique de l'association, c'était les douleurs des ceintures scapulaires ou pelviennes. Nous, on a vu dans l'énoncé que c'était la douleur des épaules. Quel est votre examen physique? Alors, le jour J, ne perdez pas de temps, ça dure, c'est très rapide. Donc, quand on vous demande l'examen physique, c'est pas l'interrogatoire, vous foncez, vous allez à l'essentiel. Donc, l'examen physique, c'est d'abord l'évaluation de l'état général. On vous a dit qu'il avait une altération de l'état général, donc très important, vous le pesez. Les éléments maintenant physiques en faveur de la maladie de Horton, donc pour le diagnostic positif, ça c'est du cours, vous le savez tous, c'est la recherche de l'abolition et de l'induration
des poux temporaux, d'ailleurs qui orientent votre biopsie. Vous recherchez aussi une hypersensibilité du cuir chevelu au signe du peigne. C'est un signe d'interrogatoire, je vous l'accorde, mais vous pouvez aussi l'examiner, le chercher sur votre patient en passant votre main dans les cheveux du patient. Et là, il vous dit, eh bien, effectivement, j'ai une hypersensibilité. Vous recherchez, mais ça c'est rare, une nécrose linguale ou du scalp. Après, les éléments physiques en faveur du diagnostic associé, qui est la polyarthrite rhizomélique, donc la raideur et la myalgie des ceintures scapulaires et pelviennes. Et enfin, vous recherchez les complications de la maladie de Horton, c'est fondamental. Si vous ne le mettez pas, c'est un 0. C'est l'examen ophtalmologique. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs atteintes ophtalmologiques dues à Horton. Je ne vais pas vous les préciser parce que je ne suis pas ophtalmologue, mais c'est très important d'y penser. Et enfin, vous avez la palpation des poux périphériques, c'était aussi coté. Pourquoi ? Parce que la maladie de Horton, c'est aussi une vascularite, donc qui peut atteindre d'autres territoires, et donc vous devez chercher les autres poux périphériques et aussi examiner les autres territoires pour savoir s'il y a d'autres territoires qui souffrent en raison d'une vascularite dans un autre lieu. Par exemple, donc vous l'examinez sur le plan cardiovasculaire, vous lui faites un ECG, vous faites un examen cutané, un examen neurologique. Quel bilan complémentaire réalisez-vous ? Bilan en faveur du diagnostic positif. Donc, vous faites déjà de la biologie avec l'ANFS, l'AVS, très important, qui sera élevé. Il y a un syndrome inflammatoire dans la maladie de Horton. La CRP fondamentale qui sera élevée, et d'ailleurs c'est aussi votre examen de suivi, la CRP. L'électrophorèse des protéines, donc pour rechercher aussi une inflammation. Le bilan hépatique, là c'est un peu plus sioux, mais il y a toujours une cholestase anictérique dans la maladie de Horton, donc ça c'est en faveur du diagnostic positif. Après vous faites la biopsie de l'artère temporale, donc c'est un diagnostic histologique, mais vous ne devez pas retarder la mise en route de la corticothérapie qui est guidée par la clinique ou l'échographie Doppler si cliniquement vous n'avez pas vraiment de signes, avec un prélèvement long d'au moins 3 cm et vous envoyez la pièce en anatomopathologie. Enfin, vous devez faire un bilan pré-thérapeutique car vous allez le mettre sous corticoïdes au long cours à une bonne dose. Donc vous devez rechercher des foyers infectieux, notamment un ECBU. Vous devez faire une glycémie pour vérifier qu'il n'est pas diabétique parce qu'une corticothérapie, ça pourrait le déséquilibrer. Vous faites aussi un ionogramme sanguin car je vous rappelle que la corticothérapie peut entraîner des dyskaliémies et on peut discuter l'ostéodensitométrie pour rechercher une ostéoporose. Votre diagnostic est confirmé et vous décidez de traiter Monsieur G 7 mois plus tard. Donc vous savez qu'il a eu des corticoïdes pendant 7 mois. Il consulte aux urgences de son quartier pour douleur abdominale. Le patient se plaint essentiellement d'une douleur de la fosse iliaque gauche, donc douleur abdominale, fosse iliaque gauche, apparue progressivement la veille, donc on est dans le l'aigu. Il vous précise que c'est la première fois, très important, premier épisode, qu'il présente ce type de douleur. À l'interrogatoire, vous ne retrouvez pas de notion d'arrêt des matières et des gaz, pas de vomissement, donc pas de syndrome occlusif, pas d'hémorragie digestive, donc vous éliminez pas mal de diagnostics différentiels. À l'examen physique, vous retrouvez une tension à 14,9, donc normal, un pouls à 80 normal, une température à 38, donc une petite hyperthermie, un petit syndrome infectieux, une douleur intense à la palpation de la fosse iliaque gauche, associée à une défense localisée, donc de la fosse iliaque gauche, une douleur latéro-rectale gauche au toucher rectal, les orifices herniaires sont libres, ça c'est pour le diagnostic, pour les diagnostics différentiels qu'on élimine, et la bandelette urinaire est négative, donc on vous éliminez une pathologie urologique. Là, on vous sert le diagnostic sur un plateau d'argent, c'est clair. Donc, quel diagnostic suspectez-vous ? Donc, tout le monde sait ici qu'il s'agit d'une sigmoïdite aiguë diverticulaire, mais là, il faut banquer tous les points, ça ne suffit pas. Quand vous êtes devant une sigmoïdite, il faut le dire si c'est le premier épisode, le deuxième, le troisième, parce que ça ne sera pas la même prise en charge. Donc ici, premier épisode, c'était coté d'une sigmoïdite aiguë, certes, diverticulaire, n'oubliez pas ce mot-clé. Et le synonyme, c'est diverticulite aiguë sigmoïdienne, et il faut dire qu'elle est
non compliqué. On ne sait pas encore, mais globalement, on a l'impression. Donc, voilà le scanner de cette sigmoïdite. Vous réalisez donc cet examen d'imagerie, décrivez-le. Votre diagnostic est-il confirmé? Donc, on va revenir dessus. Donc là, vous pouvez voir tous les petits diverticules. Ça, c'est les petites bulles noires. Donc ça, ce sont des diverticules. On peut voir aussi l'infiltration de la graisse périsigmoïdienne. On le voit bien ici. On le voit bien ici. On peut voir aussi un épaississement pariétal. Donc on peut le voir plutôt par là et par là. Et alors, j'attire votre attention sur ça. On a l'impression que c'est le diverticule qui est en cause. Donc on voit, c'est pas un abcès, c'est le diverticule qui, a priori, est à l'origine de cette inflammation, qui est inflammé, qui est plein, et donc c'est probablement lui qui est à l'origine de cette sigmoïdite. Ce que je vous conseille, quand vous avez une question d'imagerie, vous n'êtes pas radiologue, on est bien d'accord. Donc, vous connaissez votre sémiologie radiologique et vous la balancez. D'accord? Ça, c'est important pour banquer tous les points le jour J. Donc, il s'agit d'une tomodensitométrie, donc TDM, abdominopelvien, avec injection. On voyait qu'il était injecté. Vous aviez donc une infiltration de la graisse périsigmoïdienne, l'épaississement pariétal sigmoïdienne et la présence de diverticules coliques. Il n'y avait pas de signe de complication. Je vous rappelle donc les complications de la sigmoïdite diverticulaire. C'est la perforation sigmoïdienne qui se traduit par une fuite du produit de contraste, un pneumopéritoine, du gaz en dehors de la lumière colique. L'abcès aussi périsigmoïdien, la fistule, l'épanchement intrapéritonéal. Donc, oui, le diagnostic de poussée de sigmoïdite aiguë diverticulaire est confirmé car il s'agit d'un diagnostic radiologique. Quand vous avez cette suspicion clinique, vous devez le confirmer par un TDM. Quel traitement envisagez-vous dans l'immédiat? Donc, vous hospitalisez ce patient dans un service de chirurgie digestive, vous corrigez les troubles hydroélectrolytiques, c'est-à-dire que vous le réhydratez, surtout vous lui donnez des antalgiques. On vous dit qu'il a mal, donc dans votre brouillon, douleur égale antalgique, ça sera probablement coté. Et IV s'il vous plaît. Vous mettez au repos le tube digestif. Le traitement étiologique, si vous voulez, d'une sigmoïdite, c'est l'antibiotique et la mise au repos du tube digestif, qui se traduit donc par le jeûne. Puis, dès qu'il y a une amélioration de la symptomatologie, vous pouvez reprendre l'alimentation péros et vous faites un relais par régime sans résidus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ralentissement du transit pour que le passage des matières fécales devant les diverticules se fasse le moins possible. Vous devez aussi donner une antibiothérapie, c'est le deuxième grand mot-clé avec la mise au repos du tube digestif, qui doit être double, bactéricide, synergique, etc. Vous connaissez la phrase par cœur. Cette antibiothérapie, c'est l'antibiothérapie de la chirurgie digestive, donc l'augmentin, qui marche à la fois sur les BGN et les anaérobies. Sinon, vous donnez une C3G, mais pour ajouter du métronidazole ou la fluoroquinolone avec du métronidazole qui agira sur les anaérobies. Vous prévenez les complications de décubitus et vous éduquez le malade sur les bonnes règles hygiéno-diététiques pour éviter ces poussées. Donc mais bon, je suis d'accord qu'on n'est pas totalement là dans l'immédiat, mais vous pouvez déjà en parler aux malades. Donc c'est le régime riche en fibres, c'est la bonne hydratation, c'est un régime pauvre en graisse et en sucre et une activité physique régulière. Dans ce cas-là, vous poursuivez le traitement de la maladie de Horton, car il ne faut pas arrêter brutalement une corticothérapie. D'une part, parce que le maladie de Horton est une maladie grave qu'il faut traiter par des corticoïdes, donc le bénéfice-risque est en faveur de la poursuite du traitement de la maladie de Horton. Et oui, il y a des risques, vous le savez, quand on arrête brutalement une corticothérapie, donc on ne fait pas ça.
et vous le surveillez, donc la tension, le pouls, surtout la température, qu'il y ait une diminution de l'hyperthermie, l'examen abdominal, le ventre doit s'assouplir, donc disparition de la douleur, de la défense, vous le transit, vous évaluez la douleur, et puis cliniquement, c'est surtout la NFS et la CRP, vous devez vérifier que le syndrome inflammatoire diminue. Que pensez-vous dans ce cas d'une prise en charge chirurgicale d'emblée? Quelles sont dans cette pathologie les indications chirurgicales? Alors, il y a une conférence de consensus très claire qui est sortie en 2007 sur les sigmoïdites aiguës diverticulaires. Donc là, c'est très clair et on a toutes les indications et il faut donc les connaître. Donc, chez un patient sous anti-inflammatoire au long cours, c'est le cas de notre malade qui est sous corticoïdes. Il faut réaliser une sigmoïdectomie, mais une sigmoïdectomie pas à chaud, à froid. Une fois que vous avez, si vous voulez, refroidi le malade, que vous lui avez donné ses antibiotiques, qu'il a son régime sans résidus, que la symptomatologie est jugulée, on va dire 2 mois après, 3 mois après, vous lui proposez une sigmoïdectomie. Pourquoi? Parce que vu qu'il est sous corticoïdes au long cours, le risque, c'est d'une part la récidive et d'autre part les complications que vous connaissez, les abcès, perforations, sténoses, fistules. De plus, on l'a dit précédemment, l'arrêt de la corticothérapie n'est pas envisageable car la maladie de Horton est une maladie grave. Donc le rapport bénéfice-risque, ça c'est un mot-clé à la mode, est en faveur de la poursuite de la corticothérapie et ici le traitement chirurgical est à visée en fait prophylactique. Les autres indications chirurgicales à connaître sont 2 poussées de sigmoïdite et ça peu importe l'âge. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir combien il y a eu de poussées auparavant. Premier épisode de sigmoïdite chez le moins de 50 ans, d'emblée vous proposez la chirurgie, mais à froid, on est bien d'accord. Si vous avez une complication d'emblée, c'est-à-dire un abcès, une péritonite, une fistule, une sténose, alors si c'est juste un petit abcès ou une sténose, vous pouvez, et qu'il n'y a pas trop de symptomatologie de gravité, vous pouvez donc refroidir le malade et après lui proposer une intervention. Par contre, s'il a une complication qui engage le pronostic vital, dans ce cas-là, il faut bien sûr faire l'intervention dans l'immédiat. Et enfin, premier épisode chez un patient sous anti-inflammatoire au long cours. Donc ça, c'est notre cas. Quel examen? Attention, singulier. Demandez-vous à distance et pourquoi. Si vous répondez plusieurs examens à ce type de questions et le jour de l'internat, vous risquez de ne pas avoir les points. Et on vous demande pourquoi, donc il faut justifier. Donc on demande à distance une coloscopie dans le but d'éliminer un cancer colique. Pourquoi donc? Parce que le grand diagnostic différentiel de la sigmoïdite diverticulaire, c'est le cancer colique surinfecté, enfin le cancer sigmoïdien surinfecté. Et votre radiologue sur le TDM, il n'est pas capable finalement de faire la différence. C'est pour ça qu'il faut faire la coloscopie. Et attention, ça c'est un peu de méthodo. On vous a dit pourquoi, mais le pourquoi, il porte sur le pourquoi de l'examen, mais aussi le pourquoi de à distance. Donc ça va aller aussi des points. Cet examen est demandé à distance. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de perforation colique à la phase aiguë. Donc, en conclusion, l'examen de référence pour poser le diagnostic de sigmoïdite aiguë diverticulaire, c'est le TDM. Alors, il ne faut pas oublier, devant ce type de pathologie, d'éliminer un diagnostic différentiel, donc de faire une bandelette urinaire pour éliminer une pathologie urologique. Et surtout, n'oubliez pas, devant toute douleur abdominale, de faire des bêta-HCG, c'est la femme en âge de procréer, parce qu'on doit éliminer une complication de la grossesse. Et puis, on doit savoir si la femme est enceinte ou pas. D'ailleurs, il y a eu donc, comme je vous l'ai dit, des nouvelles recommandations sur la sigmoïdite aiguë diverticulaire et le régime riche en fibres n'a pas fait la preuve de son efficacité dans la prévention primaire et secondaire de la sigmoïdite aiguë diverticulaire. Ne pas oublier la coloscopie, on l'a vu dans la dernière question.
Donc, les complications fréquentes de la diverticulose colique. N'oubliez pas, il y a la diverticulose, c'est le fait d'avoir plein de diverticules qui sont en fait des petites hernies pariétales coliques. Et les complications de cette diverticulose, c'est soit l'hémorragie diverticulaire, donc un saignement de vos diverticules, soit la sigmoïdite aiguë diverticulaire. Donc ne faites pas l'erreur, une sigmoïdite aiguë diverticulaire ne peut pas saigner. Ok, voilà. Donc les indications chirurgicales, on les a vues dans les questions précédentes. Donc 2 poussées de sigmoïdite quel que soit l'âge, une poussée de sigmoïdite chez le moins de 50 ans, une complication d'emblée et un premier épisode chez un patient sous anti-inflammatoire au long cours.